Est-ce que ça concerne la mère, le père, l'enfant, les autres membres de la famille? En fait, dans l'intimité du postpartum immédiat, on a affaire à de l'indémaillable. C'est un indémaillable entre les différents protagonistes de cette histoire. C'est très difficile d'évoquer l'un sans l'autre. Ça reviendrait à procéder, par le biais de l'étude, justement, à les séparer. Et c'est la question autour de laquelle je vais centrer mon propos. Parce que si douleur psychique il y a, elle est à penser autour de la question de la séparation. Bon, on a vu que la médecine, grâce à des gens importants comme Lamaze, comme Le Boyer, et les anesthésistes, a révolutionné l'ambiance des salles d'accouchement. Hein, c'est plus la même chose qu'il y a quelques décennies. Certains réanimateurs qui ont dit la naissance, mais non, c'est rien, c'est un déménagement écologique. C'est assez intéressant du point de vue des réanimateurs, mais il faut quand même réfléchir à la question plus en détail. La psychanalyse, de son côté, a parlé de traumatisme de la naissance. Alors, c'est le psychanalyste Otto Rank, qui était un contemporain de Freud, qui a publié là-dessus, et ça lui a valu un accueil des plus réservés de la part de ses contemporains. Il n'était pas médecin, Rank, et on lui a reproché l'escamotage de la limite entre la douleur biologique et la douleur psychique. Ça lui a valu tout simplement son exclusion du mouvement psychanalytique de l'époque. Alors je vais tenter de vous parler de cette douleur psychique et je vais l'aborder par le biais de quelque chose sur quoi on passe un peu rapidement en général. Quand on se demande ce que vivent les femmes, ce que vit l'enfant, c'est la question du baby blues. Qu'est-ce que c'est que le baby blues? C'est une espèce d'événement qui survient vers le 3e jour après la naissance et qui s'exprime, j'ai envie de dire, c'est un syndrome par des pleurs, de la tristesse, des émotions incontrôlées, une peur de l'avenir, un sentiment d'incapacité, d'incompétence, de la fatigue, parfois des douleurs diverses et variées, de l'incurie, de la confusion, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une perte de confiance en l'avenir. Bon, ça touche énormément de femmes, puisque dans certaines études, on voit que ça peut monter jusqu'à 90%. La moyenne, on dirait plutôt 70-80%. C'est en fait un état dépressif, si on y réfléchit. C'est un état dépressif qui s'estompe spontanément, au bout de quelques heures ou de quelques jours. Il est peut-être contemporain du remaniement hormonal, mais pas totalement, puisque les femmes qui adoptent déclenche un baby blues de 3 jours après la remise de l'enfant. Les femmes qui sont séparées de leur bébé parce qu'il est hospitalisé ailleurs vont éprouver le baby blues non pas 3 jours après la naissance, mais 3 jours après qu'elles aient récupéré leur enfant. L'étiologie du baby blues, elle échappe totalement à celles qui en souffrent, puisqu'elles vont vous dire j'arrête pas de pleurer, je comprends pas pourquoi, j'ai tout pour être heureuse. Du côté du personnel des salles d'accouchement, c'est assez étonnant parce que ça donne au staff du matin, oui, tout va bien, en fait, j'en ai 9 qui pleurent, mais ça va très bien. Le baby blues, c'est quelque chose qui est banalisé, dont on tient assez peu compte, sauf quand il devient très criant et qui devient alors quelque chose qui fait craindre une dépression ou un état plus grave, même une psychose puerpérale. Mais dans cette espèce de dénégation de ce que c'est, on a oublié de se poser la question de sa signification. En fait, sur un plan psychodynamique, il est lié à la reconnaissance mutuelle de l'enfant et de sa mère. Vers le 3e jour, l'enfant est là. Encore faut-il que cette présence s'inscrive matériellement et socialement. C'est un réel que depuis Freud, les psychanalystes appellent l'après-coup. Et ici, c'est l'après-coup de l'accouchement qui s'incarne dans un corps d'enfant. Aux parents d'en prendre la mesure, dans la parole, dans l'ordre symbolique du langage. Le deuil de la grossesse, la confrontation avec le nouveau-né, la reconnaissance de ce nouveau-né en tant que sujet dans son altérité, c'est ça qui fait le lit du blues. On va demander au bébé à la mère du bébé d'aménager une place pour lui par rapport à son couple.
Et dans la famille même, chacun va devoir se pousser, parce que le blues, ça ne touche pas que les mères. Les collatéraux, les ascendants, les descendants vont devoir renégocier leur espace en fonction du nouveau venu. Simplement, il y a des contenus inconscients qui sont parfois difficiles à mobiliser et qui rendent cette opération un peu plus compliquée et peuvent être à l'origine de symptômes dont l'enfant peut se faire le porteur puisqu'il participe à l'opération et éventuellement pour toute sa vie. Alors on va un petit mot sur les sociétés africaines dont on a parlé très joliment tout à l'heure. Dans certaines sociétés africaines, les rituels qui entourent les naissances sont très structurés. Et cette organisation sociale peut permettre une symbolisation qui va faire fonction de contenant au débordement dépressif. Chez nous, les rituels qui entourent les naissances, eh bien, ils sont réduits à pas grand-chose, sinon à la médicalisation. Et les familles, elles, sont réduites à leur noyau le plus minimum, si bien que les rituels ne sont plus là. Et on va laisser la transmission de la vie se faire dans une forme de solitude, difficilement atténuée par la sollicitude des professionnels. Ce baby blues survient à un moment fondamental pour les partenaires. C'est en effet à ce moment que se pose la question essentielle sur ce qu'est la filiation. Les pères aussi sont touchés par le baby blues. Malheureux, curieusement, ils ne portent pas le bébé dans leur corps et ils vont manifester ça le plus souvent d'une autre manière, par toutes sortes de troubles ORL, angines, rhinopharyngite, etc., de troubles orthopédiques ou cutanés. Ils peuvent aussi être victimes d'accidents à l'origine de diverses incapacités dues à des blessures plus ou moins sérieuses, entorses, fractures. C'est comme ça que j'en ai retrouvé un dans le lit de l'accouchée à l'hôpital. Il s'était fait transporter d'un autre hôpital pour voir son bébé parce qu'il s'était cassé la jambe. Certains, à l'occasion de la naissance, donc, vont manifester des troubles anxieux ou dépressifs qui n'ont rien à envier aux femmes. D'autres vont témoigner de leur implication par des passages à l'acte, allant de la fête rituelle arrosée avec les camarades jusqu'à une rencontre contraphobique d'une maîtresse qui leur redonnerait un statut d'amant pas encore père. On me dit aux femmes, c'est pas grave, c'est le baby blues. En fait, on va pouvoir dire que les hommes manifestent avec ce qu'ils ont, mais ils manifestent aussi que l'arrivée du bébé, ça ne laisse pas indifférent et ça nécessite des réaménagements. Alors, je ne vous parlerai pas des autres enfants, les frères et sœurs, ils sont connus, leurs effets. Ils font des colères, ils refont pipi au lit, ils demandent des biberons, ils sont scotch, ils deviennent difficiles à supporter. Évidemment, le nouveau-né va leur piquer leurs parents, c'est plutôt angoissant. Ils font des cauchemars la nuit, c'est compliqué pour eux, jusqu'à ce qu'ils s'habituent un petit peu à la question. Certains ne s'y habituent pas, il ne faut pas oublier de les emmener consulter le psy parce qu'en quelques séances, en général, ça s'arrange si on n'a pas laissé les choses s'enquister et si on n'a pas laissé se développer une haine fratricide qui peut s'enraciner dans le baby blues, justement. Ce baby blues, pour la mère, est fonction de l'histoire de chacune. Ça peut s'entendre comme une réactualisation à l'occasion de cet accouchement de tous les deuils et les séparations qui ne sont pas symbolisés dans son histoire. Ainsi, la naissance va reconvoquer tout ce qui n'est pas réglé. Et toute la charge affective qui est liée à ces choses pas réglées, ces deuils, ces traumatismes, ces histoires familiales, va réapparaître avec la confrontation avec le nouveau bébé. Ainsi, souvent, elles ne comprennent pas l'intensité de leurs émotions par rapport à la situation. Et il faudra que le psychanalyste puisse là écouter, laisser parler, laisser associer pour revenir au fait qu'il y a une réactualisation d'un traumatisme extrêmement plus ancien, soit dans leur vie, soit même dans la famille précédemment, qui vient là alimenter par des affects parasites la rencontre avec l'enfant. C'est pas l'apanage des primipares, le baby blues. Elles vont vous le dire, même si les femmes l'ont pas ressenti à une naissance, elles peuvent le ressentir à une autre.
Ça les renvoie aussi à leur propre naissance. On cherchera aussi à savoir si ce n'est pas fonction du rang dans la fratrie. Par exemple, si elles sont l'aînée, si elles sont des aînées elles-mêmes, et à la naissance de leur premier enfant, il va y avoir convocation de ce qu'elles ont elles-mêmes ressenti à leur naissance. Et si elles sont le troisième, pareil. Hein. Donc il faut rechercher ce que ce rang de naissance renvoie dans leur histoire. Donc, ce blues, on comprendra un accès dépressif aigu, d'intensité plus ou moins importante, qui va s'estomper tout seul. Parfois, l'intensité devient plus grande. Et à ce moment-là, c'est là on commence à s'inquiéter. Au lieu de leur dire, c'est pas grave, ça va passer, on se dit, bon, est-ce qu'on a là quelque chose qu'il faut prendre en considération? Car un baby blues aggravé peut être un pied dans une dépression du postpartum, qui, je vous rappelle, sont quand même très fréquentes, puisqu'on a jusqu'à 18% des femmes qui en souffrent. Ces dépressions du postpartum, rarement diagnostiquées, puisque les femmes s'en plaignent vaguement aux médecins chez qui elles amèneront leur bébé, pédiatre ou généraliste, qui leur dira « Oh, c'est pas grave, vous êtes fatigué », passent souvent à travers les malles du filet du traitement qui est nécessaire pour éviter, entre autres, une chronicisation. Nombre de femmes traînent depuis un accouchement, fatigue, difficulté à vivre, etc., qui va être bien sûr aggravée par le manque de sommeil et la prise en charge du bébé, la reprise du travail. Si on les soigne, c'est-à-dire si on les écoute, si on met en place une psychothérapie de soutien et qu'on les traite avec des antidépresseurs dont certains sont compatibles avec l'allaitement, on peut tout à fait les tirer d'affaire et relativement vite et éviter le passage à la chronicité ou simplement au souvenir traumatisant d'un accouchement qui aura débouché sur une grande tristesse. En maternité, vous l'aurez compris, le lieu du symptôme est tripartite. Il peut siéger au niveau de l'enfant, de sa mère ou de son père. C'est un temps où les femmes pleurent et leurs enfants leur répondent, comme en écho. Ils commencent à réclamer énergiquement reconnaissance et nourriture. Et leurs cris, ils ont un effet chez la mère. Ils vont favoriser la montée de lait, qui va venir les satisfaire partiellement et conclure cette période. En fait, dans cette intimité de la remise en jeu de la filiation, certains conflits peuvent gréver plus ou moins lourdement le déroulement de cette période et l'équilibre psychologique et relationnel de chacun. Le baby blues, syndrome dépressif déclenché par la présence du bébé, représente l'effort inconscient nécessaire à la mère pour faire à son enfant la place qui doit lui revenir. Il passera par la dissociation des besoins et des désirs de son bébé sous l'effet de la parole et détermine un réaménagement psychique nécessaire. La traversée du baby blues dans l'après-coup de la naissance ne réalisera rien de moins que l'humanisation du nouveau-né. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement? Un ensemble de signaux encore plus ou moins connus va annoncer le déclenchement. On a pensé que l'accouchement était uniquement provoqué par le fœtus. Actuellement, ça a l'air un peu plus complexe que ça. La naissance nous place au plus près de la suture, du corps et du langage. On ne connaît pas bien les effets du psychisme de la mère sur son propre corps et sur celui de l'enfant qu'elle porte. La science nous dit peu de choses. Mais les psychanalystes, qui supposent l'existence d'un lieu de parole qui nous dépasse et dans lequel se définit l'inconscient, nous permettent de penser que dès avant la naissance, la question de la séparation réalise un compromis entre deux individus. En fait, on devrait centrer la réflexion non pas tant sur la séparation que sur l'autonomisation, ce qui la rend possible et épanouissante ou ce qui la barre à cette fonction. Si on va rechercher où est la douleur psychique pour un bébé, si elle s'origine à la question de cette reconnaissance, elle va être entièrement décuplée par des événements que pourront être la séparation néonatale, lorsqu'un bébé souffre et qu'il est hospitalisé de soins de sa mère. C'est pour ça que les médecins ont créé les unités kangourous, car ils sont aperçus que la non-séparation de la parturiente et de son bébé vont faire que le bébé va se remettre beaucoup plus vite et grandir dans des conditions d'épanouissement qui vont même diminuer les durées d'hospitalisation. Mais aussi, j'évoquerai rapidement la question des bébés séparés définitivement de leur mère, ceux qui sont abandonnés à la naissance. Et ceux-là, peuvent être abandonnés en France de façon anonyme et définitivement. Ce sont ceux qui souffrent le plus de la séparation et ce sont ceux
pour lesquels la douleur peut se chroniciser toute leur vie durant. On sait maintenant qu'on peut limiter les choses, en particulier en leur parlant, mais aussi en faisant en sorte que ce lien de parole soit mis en place dès la naissance. C'est une urgence de parole, et que par le biais des intervenants, cette parole qui raconte leur histoire, qui leur dit où ils sont, ce qui vont leur arriver, qu'ils ne soient jamais perdus en apesanteur dans une société qui supporte mal ces bébés sans nom, ces bébés anonymes, qu'ils puissent se repérer et pouvoir être en état à leur tour, lorsque des familles chercheront à les adopter, à adopter ces familles.